trop content avec Philippe David. Bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Cette joie communicative. Bon, ça va Philippe David? Ça va très bien. Quand on vous retrouve, ça va bien. Quand on retrouve les vraies voix, ça va bien. Surtout qu'aujourd'hui, on a un très beau trio. Oui, comme chaque fois, non? Oui. Parce qu'on pourrait mettre des notes. Aujourd'hui, vous leur mettriez combien là? Vous savez, ça va être l'école des fans. Non, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Oui. On met toujours 10. Alors pour vous, Philippe, évidemment, je flagorne. Hein. Philippe, pour Philippe Bilger, on met 10. Allez, on met 10. Pour Bruno Pomar, on mettra 5. On mettra 10. J'ai toujours eu la moyenne, mais basse. Et j'ai réussi mes examens. Mon BEP, j'ai eu limite. comptable. Et j'ai eu 10. Alors que Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, il a toujours eu 20. Oui. Pour tout vous dire, moi j'ai eu le bac au rattrapage, il me manquait 14 points. Bon, c'était rien, 14 points. Ah oui, c'est beaucoup. J'étais un élève très turbulent, ils n'ont pas voulu me les donner. 14 Et je me suis rattrapé en histoire sur la 5e République. Un déroulé magnifique. La prof était aux anges et m'a exempté de l'épreuve de géographie. C'est bien, il s'auto-congratule. C'est ça qui est bien. En général, on est assez satisfait de nous-mêmes dans cette émission. Alors moi, si vous saviez. Vous inquiétez pas, on va vous refaire descendre avec Philippe David. Mais monsieur Sfingolé, vous avez remarqué, monsieur Bilger, en arrivant, madame Mélibus a dit taisez-vous, ça démarre. Mais si elle était totalement aimable, ce ne serait plus elle. Ça saurait. Et il me tacle dans les 5 premières minutes un lundi. Vous nous avez dit, ma chère Cécile, que vous aimiez parfois les plaisanteries amicales. Non, j'aime bien qu'on me tacle. Vous avez raison, qu'on me dise la vérité. Mais elle a un côté autoritaire quand même qui est... C'est pas forcément la vérité. Françoise de Gois m'a nommée préfète, je vous rappelle. Ah oui. C'est pareil. Oui, mais alors elle, qu'est-ce qu'elle peut être? Françoise, c'est pas possible. La méchanceté. Une femme d'autorité. Oui, c'est ça. Allez, les enfants, on y va. N'hésitez pas en tout cas, ce numéro de téléphone avec Zach qui est avec nous au 0826 300 300 avec un sommaire pas très réjouissant puisque Quentin Durand qui a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé lors d'une action militante ce jeudi dernier en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Et on vous pose cette question à un an de la présidentielle. Craignez-vous une hausse de la violence politique? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis la question du soir à 18h10. Après des mois de crispation diplomatique, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est donc rendu ce lundi en Algérie pour des échanges avec son homologue au programme La coopération antiterroriste, lutte contre les réseaux de narcotrafic et contrôle des flux migratoires clandestins. Et on vous pose cette question. Laurent Nunez peut-il faire plier l'Algérie? Eh bien, vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je dis que non, puisque l'Algérie vit de la rente mémorielle contre la France. Et puis à 17h50, le bon Flavio. Le blond Flavio, bien entendu, chasseur d'arnaques et encore des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Écoutez. Oui, je vous appelle pour le terrain à Adonis. Oui, toujours disponible, oui. Ouais, je voulais savoir, on est d'accord, à part les frais du notaire, il n'y a rien à payer. Comment ça, les frais du notaire? Là, vous offrez le terrain, donc nous, on n'a rien à payer à part les frais du notaire, non? Oula, je crois qu'il y a un malentendu, monsieur. Moi, j'offre de la terre, hein. Pas un terrain, de la terre. C'est pas très clair. C'est-à-dire qu'il donne un terrain, mais il donne de la terre, en fait. C'est pas très clair. Mais bon, écoutez, oui, on verra tout à l'heure à 17h50. Allez, tout de suite, les amis, le grand débat du jour. Les deux groupes, d'extrême droite et d'extrême gauche, s'étaient-ils donné rendez-vous dans cette rue? S'agit-il d'un guet-apens ou se sont-ils rencontrés par hasard? L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de la mort de Quentin, militant identitaire de 23 ans. Ça a commencé vraiment avec deux groupes qui s'affrontaient, vraiment deux groupes qui se faisaient face-face, d'une vingtaine de personnes à peu près par groupe. 3 jeunes sont roués de coups. L'un d'eux va rester au sol. Ce sont des mouvances ultra qui recourent de part et d'autre, très souvent à la violence. Quand bien même ça aurait commencé par une rixe, ça se termine par un lynchage qui entraîne la mort d'un jeune homme de 23 ans, donc c'est très grave. Pour l'heure, aucune personne n'a été interpellée. Le parquet de Lyon doit communiquer cet après-midi. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question à un an de la présidentielle, craignez-vous une hausse de la violence politique? Visiblement, vous êtes en majorité à dire oui. Et Arnaud est avec nous de Vannes au 0826 300 300. Bienvenue Arnaud. Oui, bonsoir Sud Radio. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. C'est gentil. Oui,
si vous voulez, moi, mon point de vue, c'est que malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas vers des beaux jours. On assiste quasiment tous les jours à des meurtres, à des coups de couteau. Maintenant, c'est des rixes. Enfin là, c'est même pas une rixe, c'est une attaque, contre un seul homme, à 6 contre 1. Voilà. Donc c'est très inquiétant pour l'avenir. Moi, je pense qu'on s'achemine tout doucement vers un scénario que je qualifie à l'algérienne, c'est-à-dire que dans les années 60-62, moi j'étais pas très vieux, mais j'étais quand même, j'avais une dizaine d'années à cette époque-là, et en Algérie, on avait des assassinats comme ça, coup de couteau, d'infirmières, de prêtres qui faisaient leur boulot, ou d'agriculteurs dans le département d'Algérie. Donc là, c'est pareil, on avance vers un terrorisme larvé, latent, petit à petit, qui va crescendo jusqu'à, si on considère l'affaire d'Algérie, comme on disait à l'époque, on a fini par envoyer les parachutistes et le général Bijard. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut pas. On parle de violence en général, mais là, au niveau des propos, on n'est pas du tout sur le même sujet. Restez avec nous, Arnaud. Philippe David. Moi, j'ai vraiment une très grosse crainte. On est à un tout petit peu plus d'un an de la présidentielle. C'est dans 14 mois. Et je pense que, vu ce qui s'est passé à Lyon, je pense qu'il y aura un avant et un après. Un avant et un après. Parce que je crois que l'opinion publique est profondément marquée par ce qu'il s'est passé. Alors évidemment, l'enquête nous en dira plus. Mais on a écouté tout à l'heure la conférence de presse du procureur de la République. C'était il y a 1h10. Donc c'est tout frais. On était glacés. Il a pris très peu de questions après. Mais quand on apprend que Quentin n'a été frappé qu'à la tête, ça veut dire que le but était de tuer. Parce que quand on veut taper quelqu'un pour lui faire mal, on tape dans les côtes. Ça, c'est votre appréciation ensuite. Quand vous tapez à la tête, c'est que vous voulez tuer. Je n'ai pas un gramme de doute là-dessus. Ça, n'importe qui, on a un ancien flic d'élite avec nous, dira la même chose. Voilà, donc je suis extrêmement inquiet, surtout que certains n'ont pas envie de jeter de l'huile sur le feu. Ils y jettent carrément des bidons de nitroglycérine. Je ne suis pas persuadé que ça va représenter un avant et un après. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est la première fois que de manière claire, éclatante, on met en cause l'extrême gauche comme l'instrument principal d'une violence politique inadmissible. Avant, je considérais, point de vue personnel, ma chère Cécile, que l'extrême gauche bénéficiait d'une sorte d'indulgence de principe. Et là, au moins sur ce plan-là, on va en discuter. Alors j'entends bien, j'imagine que notre amie Françoise de Gois serait là, elle dirait mais ça a toujours existé. Mais ça a toujours existé, faux, Philippe. C'est faux. Et ensuite, même quand la violence politique, il y a longtemps existait, elle était verbale et elle était imprégnée par une culture qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je réponds oui à la question de Sud Radio. Bougez pas. On va en parler dans un instant, Samuel Botton, et avec vous aussi, au 08 126 300 300. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite d'abord la bienvenue et merci en tout cas de votre fidélité. Vous pouvez vous inscrire ou vous abonner à notre chaîne YouTube Sud Radio. Et bien entendu, on est un petit peu partout sur les réseaux sociaux, cette plateforme d'opinion et de débat. Et ce débat aujourd'hui avec Samuel Botton, qui est expert en communication chez Step Conseil. Philippe Bilger, bien entendu, Bruno Pomar, ancien membre du RAID. Et vous, au 0826 300 300. Nous étions avec Arnaud de Vannes il y a quelques instants. On revient bien entendu sur Quentin Derenque, qui a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé lors de cette action militante. C'était jeudi dernier en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Samuel Botton, quel est votre avis sur cette question du jour? Est-ce que vous craignez une hausse de la violence politique? Alors je vais répondre directement à Philippe. La violence politique, elle a toujours existé. Philippe Bilger. Mais je peux aussi répondre à Philippe David parce que finalement vos propos se recoupent d'une certaine manière. Cette violence, elle a toujours existé. Alors, on m'a parlé d'un avant et d'un après avec le meurtre de Quentin. Je vous dirais qu'il y aurait dû avoir un avant et un après avec le meurtre de Clément Méric aussi, militant d'extrême gauche, abattu par des militants d'extrême droite. Dans des conditions pas claires. Qui n'ont rien à voir. Dans des conditions pas claires, mais les conditions d'aujourd'hui ne le sont pas aussi. En fait, là, on va laisser le temps...
On va laisser le temps à la police de faire son enquête et de travailler correctement. Tout ça pour vous dire, cette violence, elle existe et on va devoir composer avec parce que les partis politiques, et on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, sont rentrés dans une forme de violence, de virulence, qui galvanise jusqu'à des groupuscules d'extrême droite comme d'extrême gauche. Je vous rappellerai quand même qu'au Rassemblement national sévissent encore des anciens du GUD qui ont gardé certaines accointances et j'entends personne en parler. Aujourd'hui, ce qui me choque le plus dans cette affaire, Philippe, c'est qu'on soit à tirer des conclusions et à vouloir dire pour dire en fait, alors qu'aujourd'hui on ne sait rien. C'est-à-dire ce qui s'est passé est dramatique. Il y a aujourd'hui un respect à avoir, c'est celui de la famille du défunt et du défunt en lui-même, indépendamment de qui il était, de ce qu'il pouvait faire et de ce qui s'est passé. Ça, c'est une priorité. Et derrière, essayez d'avoir un peu de mesure sur une affaire de ce type. Aujourd'hui, quand même, les forces de police vous disent on est en train d'enquêter. La seule chose qui est sûre, c'est effectivement ce qu'a dit Philippe, qu'on est allé en le frappant à la tête et qu'il est mort des suites de ça. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez me dire, voilà, ça c'est fait. Le reste, ni vous ni moi, on ne le sait. Et il y a de fortes présomptions quand même. Il y a de fortes présomptions, mais quand même. Les présomptions, c'est très bien. Pour l'instant, on ne sait pas. Et sur des affaires comme celle-ci qui galvanisent la France, qui ont un impact majeur, il faut rester extrêmement prudent. Oui, non, mais je suis d'accord, mais quand même. Samuel ne prend pas la mesure. J'ai l'impression qu'il fait comme les politiques, oui. C'est-à-dire il s'élève, pourquoi pas, hein, et puis il essaie de dire il y a la justice doit passer. Mon cher Samuel, quand tu vois les déclarations de Darmanin, quand tu vois les déclarations de Nunez qui disent carrément c'est l'ultra-gauche et c'est cette fameuse et ces déclarations-là, je les dissoute. Et ces déclarations-là, je les condamne parce qu'ils n'ont pas à les faire, parce que jusque-là, rien n'est prouvé. Si vous me parlez de jeune garde dissoute, il n'y a pas de souci, la jeune garde devait dissoudre, très bien, c'est fait. Qui continue à se réunir, comme d'autres, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, c'est un fait. Mais aujourd'hui, vous avez des... Samuel, il faut laisser parler. Quand même. Oui, bien sûr. Non, j'entends ce qu'il dit, mais visiblement, il veut s'en prendre à tout prix à ceux qui font des déclarations. Encore une fois, moi, je dis très sincèrement... Je préfère les actes, Bueno. Oui, mais ça, c'est flagrant. Je veux dire, on est en pleine flagrance, comme on dit. Les images parlent d'elles-mêmes. On sait très bien ce qui s'est passé si on refait l'histoire. Hein. Ces jeunes qui étaient là pour protéger ces jeunes filles de Némésis. Son avocat dit non. Son avocat dit il ne faisait pas partie du service d'ordre. L'avocat, il peut tuer. Il ne faisait pas. Non, l'avocat de Quentin, de la famille de Quentin dit il ne faisait pas partie du service d'ordre. Et il n'est pas membre du collectif Némésis. Donc après, peut-être posons-nous les questions sur les réelles motivations de Némésis aussi. Quand bien même, Némésis, c'est 6 filles avec une banderole. C'est un groupe identitaire. Pour foutre le bordel les manifs. Encore une fois. Je pense qu'encore une fois, on ne prend pas la mesure du danger que représente cette extrême gauche en France. Tout le monde sait, qui est entretenu depuis des mois et des années par un dénommé Monsieur Mélenchon, surnom le gourou, moi je l'appelle, qui cherche le chaos à tout prix. D'ailleurs, quand on regarde les déclarations et le soutien qu'il a à cette jeune garde, mais il avoue carrément qu'il a des milices à sa disposition pour assurer la sécurité des meetings de Madame Rima Hassan. C'est une catastrophe d'entendre ce mec-là. Il fait peur, quoi, je veux dire. Et les éléments probants qu'on voit, laissons faire la justice, tu as raison, mais enfin les éléments qui fusent vont aboutir à ce qu'on est en train de dire, même si on anticipe par rapport à l'enquête, évidemment, mais encore une fois, c'est flagrant quand on sait qu'à Lyon, évidemment, il y a une extrême gauche avec des mouvances très urgentes. Je pense plus à l'extrême droite quand on parle de Lyon, mais pourquoi pas. Mais tu m'étonnes, la jeune garde, excusez-moi, à Lyon, c'est de la même manière que l'Arnaud et compagnie. Il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont nés à Lyon et qui y sont encore. Mais les amis connaissant bien Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, j'ai du mal à imaginer qu'il annonce effectivement que c'est l'ultra-gauche sans avoir un minimum de preuves. Attention, je pense que... dire que c'est l'ultra-gauche, c'est une chose. Oui. L'ultra-gauche, ça reste un terme large. Faire, comme l'a fait Gérald Darmanin, il me semble, corrigez-moi si je dis une bêtise, de cibler spécifiquement, comme on a pu le faire nous, sur la jeune garde ou autre, ça c'est encore autre chose. Ça, vous le faites une fois que vous avez les conclusions. Dire l'ultra-gauche, c'est une chose. Ils sont garde des Sceaux au ministre de l'Intérieur. Je pense qu'ils ont plus d'informations que nous. Vous avez... Allez-y. C'est à nous. Allez-y, 2 secondes, parce qu'on a... Samuel, il y a quelque chose d'étrange dans votre pensée. C'est que on parle... Non, mais sérieusement, on parle du crime dont Quentin a été victime, et à chaque fois, vous éprouvez le besoin de mettre des bénols. Vous mettez parce que vous avez une pensée déséquilibrée. Vous mettez il faut bien que je ramène un peu de cohérence dans tout ça. Dans le lot, parce que c'est ce que vous faites systématiquement. Rien à faire. Donc quand c'est moi, c'est pas bon. Quand c'est vous, ça va. Mais tout à l'heure, vous l'avez dit. Non, mais je vous parle des 1 an d'émissions qu'on a en commun. Où systématiquement, quand se passe quelque chose, la gauche, sans penser à regarder ce qui se passe à droite. Moi, je vous remets de l'équilibre dans ce débat en vous disant aujourd'hui les extrêmes, ils sont partout. Je suis navré, mon cher Samuel. Pour une bagarre, il faut je ne peux pas inventer l'extrême droite comme auteur d'un crime pour vous faire plaisir.
plaisir. Mais bon. Allez, le 0826 300 300, c'est René qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir René, bienvenue. Bonsoir René. Sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Quel est votre avis sur cette question craignez-vous une hausse de la violence politique? Inévitablement, puisque ça sert les intérêts de certains partis. Mais dans cette affaire, Mélenchon a été débordé. Car à 3 semaines des élections, ce n'était pas son intérêt de commander une opération de cette importance. Donc Mélenchon a été débordé. Alors débordé par qui? Par plus radical que lui, et ça prouve qu'au sein de son mouvement, il y a d'ores et déjà des radicaux qui sont encore plus radicaux que Mélenchon. Ouais. Oui, Philippe David. Ce que dit René est tout à fait juste, parce que déjà, moi, je pense qu'il y a une personne à qui on devrait demander des comptes. C'est la directrice de Sciences Po Lyon. Parce que je tiens à dire ça, c'est un autre sujet. Non, mais attendez, Rima Hassan avait été interdite de conférence à Sciences Po Paris pour les risques de troubles à l'ordre public que ça crée. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi ça créerait un risque de trouble à l'ordre public à Paris, mais pas à Lyon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que c'est une ville de province, parce qu'à un moment, pour la liberté d'expression, c'est que Lyon est quand même le noyau des manifs. Alors, à ce compte-là, on fait plus de conférences à Lyon. On doit les interdire. Bordeaux, Ce que je voulais dire après. Oui, là, je rejoins Samuel, ça n'est pas vraiment le problème. Hein, là. C'est quand même la matrice originelle, quand même. Hein. Non, mais Rima Hassan tient une conférence et qu'il y a un mort, c'est sa faute à elle. J'ai pas dit ça. Et pourtant, Dieu seul sait si j'ai été dur avec elle. J'ai pas dit ça. Il y a quand même pas mal de problèmes à l'EIP Lyon, quand même. Mais quand même, à l'EIP Lyon, il y a quelques problèmes. Et reconnaissons une chose, c'est que... pourquoi est-ce qu'on interdit une conférence d'une personne à un endroit et pas à l'autre? Par contre, j'ose imaginer si demain Bardella ou Zemmour avaient une conférence à faire à Sciences Po Lyon, là je peux vous dire que la direction de Sciences Po opposerait un niet catégorique. Oui, ça n'arriverait pas, je pense. Mais là, c'est encore une fois... Alors, vous intervenez comme vous voulez. Hein. Là, c'est encore une fois au ministre et des universités et compagnie à foutre un arrêt strict à tous ces... Mais les universités ne dirigent plus rien. Mais comment le directeur d'université, c'est des bons rien, il faut qu'ils changent de métier, ces mecs qui aillent faire maçon ou plombier, quoi. Enfin, à un moment donné... Vous êtes dur avec les maçons et les plombiers, les mecs sont très compétents. Oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Au moins, il faut quelque chose de concret. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les meetings politiques dans les facs. Moi, je suis entièrement d'accord. Ça n'a rien à faire dans une fac. Sciences Po, c'est le nom, Sciences Po. Alors non, moi je vois ce que Cécile veut dire. Sur le fond et sur ce qui peut se dire sur cette réunion, vous avez raison. Sur la manière dont elle est présentée et dont ça vient se dérouler, c'est officiellement, je dis officiellement, une conférence. À partir du moment que ce soit Rima Hassan, Jordan Bardella, qui vous voulez, on propose une conférence qu'elle est autorisée, je ne vois pas le problème à ce qu'elle s'y tienne. Après, le problème, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, si pendant la conférence, on dérive sur le meeting politique... Vous savez quand même. Je ne peux pas vous répondre, je n'y étais pas. C'est le bordel à chaque fois que Rima Hassan fait quelque chose. Mais c'est le bordel à chaque fois. Elle est co-responsable de ce qui se passe. Non, mais attendez. Sur ça, on est d'accord qu'elle fout le bordel, des déclarations politiques, tout ce que vous voulez. Mais dehors, les mecs se foutent la gueule pour ça. Venir dire à une personne qui était dans une salle de réunion en train de faire une conférence, elle est responsable d'une mort. J'ai pas dit ça. Elle a une co-responsabilité dans ce qui se passe. Pas là, non, Bruno, je suis désolé. Elle a une co-responsabilité, non pas là-dedans, mon cher Bruno, mais dans l'accroissement de la violence politique. C'est très clair. Les responsables aujourd'hui, il y en a 6. C'est les 6 qui ont tué Quentin. N'allez pas chercher plus loin le pourquoi, le comment. Sinon, ça veut dire qu'on est dans un pays où on ne vit plus, on ne discute plus, et malheureusement, il n'y a plus d'échange d'idées. Et ça, je le refuse, malheureusement. Arnaud, vous pouvez vous exprimer, hein, vous pouvez oser rentrer dans le débat, hein, parce que là, ils chahutent, mais ils sont sympas quand même. Hein, vous inquiétez pas, Arnaud, vous vouliez réagir. Oui, moi, à mon avis, si vous voulez, je comprends pas pourquoi la responsable de Sciences Po ne démissionne pas. Elle est quand même responsable en direct. À un mois des élections municipales, vous parlez de conférence, moi je veux bien, mais c'est pas une conférence, c'est un meeting politique. Oui. À un mois des municipales. Et moi je suis pour ou pas du tout de politique ou tout le monde en fait. C'est-à-dire que si Rima Hassan va à Sciences Po, je sais pas moi, Gabriel Attal peut aller à Sciences Po, Édouard Philippe, Jordan Bardella. À mon avis, ils seront pas les bienvenus. Attal et Philippe, oui, sûr et certain. Mais Bardella et Knaflo, je pense pas. Non, Samuel, non. Les seuls que tu vois dans les universités, c'est Boyard. Non, on ne parle pas des universités, on parle de Sciences Po spécifiquement. C'est façon générale. C'est quand même c'est la cible de la France insoumise. Boyard,
Léaumont, Rima Hassan, etc., ils sont là parce que c'est une cible électorale. C'est tout. Mais sur ça, bien sûr, ça s'appelle faire campagne, mais vous croyez quoi? On fait pas cette campagne. Parti socialiste, les Républicains, qui vous voulez sur des municipales, vous croyez qu'ils vont pas tracter dans les universités? Allez, les amis, malheureusement, le temps file à une grande vitesse. Ça va trop vite. Bah oui, ça va trop vite parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous avez une camomille pour Samuel? Allez, vous restez avec nous dans un instant, ça va encore râler, puisque c'est un seul contre tous. Et à un moment donné, on cherche un peu la bagarre. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les jours, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vaut mieux parfois être à l'antenne que hors antenne, je vous le dis tout de suite. Parce que, bon, mon Dieu, c'est un désastre. Au niveau des vannes, Philippe David, c'est un désastre. Il est horrible. Oui. Non, tout va bien. Mon Dieu, vous me faites peur. Philippe David, tiens, pendant que vous avez le verbe haut, si je puis dire, vous avez envie de nous dire finalement que l'Europe est woke. Et décadente. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Oui, alors c'est Kaja Kallas, madame politique étrangère de l'Union européenne, qui a répondu à Marco Rubio, qui était à Munich, le secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères, qui a dit tout le mal qu'il pensait de l'Europe, et Kaja Kallas a cru bon de répondre que l'Europe n'était pas décadente et woke. Alors, je me demande ce qu'il faut à madame Kallas pour ne pas voir la décadence de l'Europe qui a totalement disparu. Mais totalement disparu dans le concert politique mondial. Regardez bien ce qui se passe au Proche-Orient. L'Europe n'existe plus, mais plus du tout. L'Europe n'a plus aucune... Les pays d'Europe, en tant que nation, et alors même pas l'Europe, n'ont plus aucun poids nulle part. C'est un géant économique, mais même pas un nain, mais un lutin politique. Les Européens se tirent à vue les uns les autres parce que l'Allemagne ne pense qu'à une chose, tirer la couverture à elle. On l'a vu notamment là avec le SCAF récemment, le projet d'avion de combat. Bref, et alors je ne parlerai pas du wokisme parce que là il y aurait tellement à dire qu'on devrait prendre l'émission des vraies voix, plus Magali Berda, plus Jacques Pessis et rester jusqu'à minuit. Et je pense que vous n'avez pas envie d'y rester. Et donc l'Europe aussi est woke, complètement, il a raison Rubio, décadente et woke, donc oui, ça me fait mal de le dire. Parce que je suis quand même un Français et un Européen, mais Marco Rubio a raison. Mon cher Philippe... Vas-y, non, je vous en prie. Non, allez-y. Mon cher Philippe, c'est le propre du seul contre tous. Vous défendez un point de vue en excluant radicalement tout ce qui le bat en brèche. C'est-à-dire qu'en réalité, dire que l'Europe est woke et d'autre part qu'elle est décadente, c'est vrai en partie, mais il serait absurde de ne pas nier les efforts qu'elle fait pour éviter de tomber dans ces dérives-là. On ne peut pas soutenir que globalement elle l'est et que, en définitive, depuis quelque temps, il me semble qu'il y a des sursauts sur beaucoup de registres qui font que l'Europe peut-être a pris conscience de ce qu'elle risquait de devenir si elle s'abandonnait à une faiblesse délétère. Philippe David me supporte parfois parce que et moi alors vous êtes un peu raide avec moi. Oui, un petit peu raide. Non mais moi j'aurai l'autorité, je vous prendrai votre passeport, Philippe David. Ça y est. Je vous le déchirerai, je vous enverrai vivre aux États-Unis là-bas. Vous avez vu, j'ai la déchéance de nationalité, ce que Hollande n'a pas osé faire. Animer une radio dans le Wyoming ou je sais pas où là-bas. Ah c'est beau le Wyoming. Épousez-moi comme ça vous revenez. Comment vous pouvez vous permettre de taper et Philippe Bilger a raison sur l'Europe comme ça, c'est vrai qu'on a des défauts, mais on essaie quand même de s'en sortir. Taper sur l'Europe en disant qu'on est des wokistes, qu'on est des décadents. Oui. Vous vous rendez compte des propos que vous tenez? Mais c'est pas moi, c'est Marco Rubio. Oui, mais vous êtes d'accord. Vous les reprenez. Mais il dit vrai. Vous êtes l'ambassadeur de Marco Rubio. Mais c'est quand même scandaleux ce que vous dites. Mais malheureusement, il dit vrai. Et ça me fait mal au tripes de le dire. C'est comme quand je vois la France s'effondrer, je vais vous dire, ça me donne envie de pleurer. Mais il y a des choses qui fonctionnent aussi. Tout le monde en a discuté dans l'émission. Il y a plein de choses qui marchent quand même dans ce pays. Il faut arrêter. Et en Europe aussi, d'ailleurs. Samuel Botton. Moi, j'aurais bien écouté Philippe David nous parler de wokisme pendant les 30 prochaines minutes pour étayer le propos. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Alors, cela, je dirais, je ne suis pas d'accord avec les termes décadente et wokiste. D'ailleurs, je ne les comprends même pas, pour tout vous dire. Par contre, si on veut mettre un point d'alerte sur l'Union européenne et aujourd'hui son plus gros problème, c'est effectivement la faiblesse de ses dirigeants. Chose qu'on a vue à de nombreuses reprises quand il a fallu aller négocier, enfin, si on peut appeler ça négocier,
face à Donald Trump, notamment sur la question des droits de douane. On a négocié à Canossa. Non, c'est pour ça que j'ai dit négocier, si on peut dire que c'est négocié. Oui. Je pense que voilà, aujourd'hui, notre principal problème, c'est la faiblesse de nos dirigeants qui sont incapables d'imposer un tempo, qui sont incapables d'imposer une adversité à ceux qui parfois viennent nous chercher des noises. Mais quand j'entends l'Europe est wokiste et décadente, je vous le dis à vous, mais je devrais le dire à Rubio, expliquez-vous, monsieur, parce que votre phrase est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Décadente en quoi ? Wokiste en quoi ? Moi, je vous... Qu'est-ce que le wokisme, la décadence, je vous réponds très simplement. Il y a encore 50 ans, les pays d'Europe pesaient dans la politique mondiale. Aujourd'hui, l'Angleterre ne pèse plus rien sur le Commonwealth. On va pas se raconter d'histoire. Elle n'est plus dans l'Union européenne. La France ne pèse plus rien dans son dernier précaré qui est l'Afrique, parce qu'avec Macron, on s'est fait débarquer de partout. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste les États-Unis, il reste la Russie et il reste la Chine. Mais l'Europe a totalement disparu, et en particulier, et ça me fait doublement mal aux tripes, la France. Merci beaucoup, Philippe David. Et on a fini de toute façon. Voilà, c'est le gong. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais oui, voilà. J'aime ça. Et c'est au tour d'un autre Philippe Bilger, deux manières judiciaires de sous-estimer le racisme, de le voir partout ou de le voir nulle part. Absolument, ma chère Cécile, et j'ai décidé de quitter les films philosophiques sur votre conseil également pour rentrer dans le vif de débat plus sérieux. Je pensais qu'il allait dire j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. En fait, j'avais rien compris à la question, moi, en fait. Oui, mais c'est peut-être pas un critère d'intelligence. Mais vous êtes policier, non, c'est l'art de la nuance. Plus sérieusement, le président de SOS Racisme avait dénoncé l'indifférence et même pire, le déni judiciaire à l'égard du racisme. Et ça peut être discuté, mais pour ma part, je crois que autant il serait scandaleux de tergiverser parfois dans des évidentes incriminations qui devraient se voir complétées par du racisme ou de l'antisémitisme. On en a quelques exemples où la justice peut-être a trop tardé. De la même manière, il me semble qu'il serait mauvais d'abuser de la qualification raciste et de la voir partout. En définitive, on la banaliserait. En revanche, j'estime que il faut être très vigilant et lucide lorsqu'on qualifie pénalement et qu'on ajoute ces critères de gravité. Mais je ne voudrais pas laisser croire que Dominique Sopo a totalement raison lorsqu'il fait cette accusation globale à l'égard de la justice qui, je crois, aujourd'hui, n'est plus du tout indifférente au racisme et à l'antisémitisme. Philippe David. Bon, alors moi déjà, SOS Racisme, je me rappelle comment le qualifiait un grand écrivain, Jean Edernalier. J'adorais la plume. Il les appelait sauce racisme. S-A-U-C-E, une sauce racisme, parce que ils mettaient tout à la sauce racisme. Et c'était très juste, et comme disait Pierre Desproges, SOS Racisme est très fort, alors je vous fais la citation qui est pas exactement ça, est très fort pour parler du racisme du bourguignon ou du berrichon, mais pas de l'arabe ou du noir, qui aussi peut être racisme. Faut-il le rappeler? Alors moi déjà, j'ai un problème, c'est que SOS Racisme ne veut pas entendre parler de racisme anti-blanc. Alors que quand des gens se font tabasser au cri de sale blanc, c'est du racisme. Parce que le racisme, il est universel. On peut être raciste contre les Blancs, contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Asiatiques, contre tout le monde. D'accord ? Et ce qui m'insupporte encore plus, c'est quand on nous dit qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc parce que c'est la caste dominante. Mais alors, dire une énormité aussi énorme, c'est dédouaner complètement l'antisémitisme. Parce que je tiens à rappeler que c'est les 20 ans de la mort d'Ilan Halimi, qu'on a commémoré vendredi dernier, et que Ilan Halimi a été tué. Pourquoi ? Parce que les Juifs avaient de l'argent. Ouais. Bah oui, les Juifs, c'est la classe dominante. Donc, il peut donc pas y avoir... Ils ont dû reclassifier comme... Voilà. Donc, comme dans ces cas-là, si on prend cette rhétorique, il ne peut pas y avoir d'antisémitisme. Donc, je dis niet. Non, moi, l'image que j'ai de, pour en revenir à Dominique Sopo et SOS Racisme, je les ai connus, moi, en 81, parce que à ce moment-là, j'étais garde du corps d'un ministre socialiste, donc je les ai assez côtoyés, là, toute la clique Harlem Désir et compagnie, qui a eu de très belles carrières politiques, d'ailleurs, hein, grâce à ça, hein,
qui a rien produit d'ailleurs, qui a produit même plus de racisme qu'on l'imagine, parce que c'était leur fonds de commerce à SOS Racisme. Hein. C'est une espèce d'usine à gaz associative qu'a monté Mitterrand, évidemment. Hein. Absolument. C'était exceptionnel. En 84, il fait très fort. Il fait inviter Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité, ils font des SOS Racisme. C'est exactement ça. Et c'est formidable. On a pris les quartiers pour des imbéciles, nos compatriotes des quartiers pour des imbéciles, et on les a utilisés. Ça a servi, puisque même Julien Drey, d'ailleurs, a fait une très belle carrière grâce à tout ça. Et je trouve que ces gens-là sont abjects. Donc, Dominique Sopo, il en fait partie. Comme disait très justement Philippe Bilger, le racisme anti-blanc, comme par hasard, il n'existe pas. Alors, on nous explique que non, parce que les Blancs n'ont pas été colonisateurs, etc. Fait tout un truc à la con, qui représente rien. Ils ont été colonisés aussi. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Oui. Et puis les Noirs ont aussi été esclavagistes en Afrique, donc il ne faut pas l'oublier, tout ça. Et je trouve que c'est totalement aberrant les propos que tient notre ami Dominique Sopo, quoi. Samuel. Moi, j'étais passé totalement à côté pour une simple et bonne raison. Ce que dit SOS Racisme, mais eux, au même titre que d'autres associations qui je considère en font trop, et alors pour vous faire plaisir Philippe, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Il adore ça, il ramène toujours à l'extrême droite. Il est d'un équilibre parfait. Il vous titille, hein. Il y a un point chez Bruno auquel j'aimerais répondre et qui n'a rien à voir, c'est quand vous parlez de Julien Drey en disant il a fait carrière grâce à ça. Oui, comme toi. Permettez-moi de vous emprunter une expression Philippe, on va remettre l'église au milieu du village. Julien Drey a été, entre les années 80 et le début des années 2010, l'une des plus grandes éminences grises qu'ait pu avoir le Parti Socialiste, et surtout il a été un exemple pour beaucoup de personnes, à savoir aussi pour quelqu'un qui s'appelle, qui aujourd'hui est persona non grata, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est inspiré justement de toute l'intelligence qu'il pouvait avoir, sa manière de... Oui, il l'a été. Il l'a été, il ne l'est plus parce que François Hollande lui mettait la matraque régulièrement. Ceci étant dit, Julien Drey a quand même eu une carrière qui dépasse le cadre de SOS Racisme. Il a su s'en démarquer, il a su se remettre en question, et surtout il a été, comme je vous le disais, une des grandes éminences grises du Parti Socialiste pendant 30 ans. Oui, c'est vrai, juste pour... C'est remis en question, disons. Un peu d'équilibre, et autant que possible. Je trouve que Samuel Botton a une neutralité quasi helvétique. Il s'arrondit, quoi. Bah oui, alors là, c'est... ça a commencé un peu violemment, et puis il s'arrondit au fur et à mesure. Mais disons, il est trop intelligent mais c'est quand on a les pour avoir une vraie l'enquête, neutralité. Il est tellement rond qu'il me fait penser à Gérard Larcher. Fermez les frigos, je ne prends pas de petit déjeuner, Philippe. Allez les amis, on reste ensemble bien entendu, 0826 300 300 si vous voulez participer et débattre avec nos vraies voix du jour, on sera ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Après 19h, vous retrouverez Philippe David et Jean-Louis Bourneau. Non, François-Louis. J'ai dit quoi? Jean-Louis. Jean-Louis Borloo, j'ai dit. Jean-Louis. Invité exceptionnel. Il est monté en grade. C'est ça. Finalement, il viendra pas, donc on va prendre François-Louis Bourneau, si ça vous dérange pas. Avec les sujets du jour qu'on vous donnera dans un instant, parce que je crois qu'on n'est plus capable. Et dans un instant, on reviendra avec Christine Bouillot sur les intempéries qui se poursuivent en France. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours placés en vigilance rouge crue. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bienvenue à Sud Radio autour de cette table avec Philippe David, Philippe Bilger, Bruno Pomar et bien entendu Samuel Botton qui était monté comme une pendule. Mais il n'est pas facile quand même. Il a eu un week-end difficile visiblement. Vous êtes bélier? C'est bientôt votre anniversaire. Je l'ai trouvé très offensif vis-à-vis de Philippe Bilger. Mais parce que vous ne faites qu'un pour moi. Non. J'ai pris le plus intelligent des deux pour cibler les lecteurs. Et surtout, j'appelle pas ça une empoignade. Moi, j'aime pas l'affrontement comme ça, franchement. Ah bon, mais alors c'est pour ça que j'aime les gens. Vous dialoguez très sincèrement. J'aime pas affronter. Ah bon? C'est pour ça que je deviens très violent à un moment donné. C'est-à-dire, vous avez des monologues violents. Excusez-moi, c'est quoi cette bande de psychopathes formés là? Vous avez passé un mauvais week-end ou quoi? C'est les Dalton. Allez, il y a des sujets qui sont très sérieux. Tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur ces intempéries qui se poursuivent donc en France ce lundi. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours placés en vigilance rouge crue. Donc nous avons appelé Christine Bouillot, qui est notre grand reporter pour Sud Radio. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Il y a toujours des informations sur le terrain extrêmement précises. Vous étiez, vous, sur place. Est-ce que ça déborde toujours actuellement ?
Oh que oui, puis c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite, puisque à partir du Lot-et-Garonne, quand tous les affluents de la Garonne se retrouvent, eh bien ça n'est qu'une immense étendue d'eau. C'est absolument impressionnant et spectaculaire ces crues de la Garonne, sauf que là les prévisions sont pas très bonnes. Rendez-vous compte, depuis 1959, les sols n'ont jamais reçu autant d'eau dans cette région. C'est ce qu'a dit tout à l'heure la ministre de la Transition écologique, qui s'est rendue sur place pour voir un tout petit peu comment les choses se passent. Il y a des dizaines de villages et de hameaux qui sont tout simplement coupés du monde, puisque ces routes sont sous 8 ou 9 mètres d'eau, et les villages qui sont eux perdus sont ravitaillés avec des embarcations à la fois par des pêcheurs qui viennent de l'estuaire de la Gironde, mais également bien sûr les forces de secours, gendarmerie et les pompiers, ou tout simplement les habitants des communes qui tentent de se mobiliser. On compte plus les routes inondées, les routes coupées. C'est véritablement très spectaculaire. Et comme je vous le disais, c'est pas prêt de s'arrêter. Beaucoup d'évacuations, j'imagine. Ouais, tout à fait, Cécile. Ça, c'est vraiment quelque chose que font les autorités, les communes des environs du Lot-et-Garonne et de la Gironde, d'évacuer toutes les personnes isolées, les personnes qui n'ont pas forcément un étage ou 2 étages pour pouvoir se mettre à l'abri, les personnes malades, les personnes aussi qui sont inquiètes parce que, je vous le disais, les prévisions sont pas très bonnes. Le pic de crue, un nouveau pic de crue est attendu pour jeudi ou vendredi. En fait, il y a un double phénomène. Si aujourd'hui c'est un tout petit peu une accalmie, si on ose dire les choses comme ça, eh bien en aval, c'est-à-dire tout ce qui arrive des Pyrénées, tout ce qui arrive du Tarn, du Lot, il pleut beaucoup, donc il y a des ondes de crue qui arrivent, et de manière concomitante, il y aura aussi des forts coefficients de marée aux alentours de 95-96, ce qui veut dire que l'océan, avec ce pic de crue, ne pourra pas recevoir et laisser se déverser cette eau, donc la crue n'est pas près de se terminer. Ça fera plus d'une semaine que dans le Lot-et-Garonne et la Gironde, une partie de ces 2 départements ont des zones totalement inondées. On pense aux cultures, aux entreprises, et avec aussi l'évacuation de l'eau qui prendra certainement plusieurs jours. C'est une catastrophe écologique comme rarement on en avait connu. C'est pas la crue la plus importante de la Garonne, mais elle est vraiment spectaculaire. Avec des chiffres, en tout cas, d'eau qui sont assez impressionnants. La solidarité doit se mettre en place, j'imagine. Beaucoup de petites communes sont touchées, qui n'ont pas les moyens forcément des grandes villes. Comment ça s'organise ? Et est-ce qu'on peut aider d'une manière ou d'une autre, peut-être avec une solidarité en tout cas, ou peut-être avec des vêtements, un système d'accueil? Comment ça se passe ? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'appel à ce genre de situation, parce que ce sont des crues, si vous voulez, qui sont prévisibles. Les crues de la Garonne, elles sont prévisibles. Donc toutes les communes connaissent et savent comment mettre en place leur plan local de prévention et de sécurité, une mise en sécurité des habitants. Il y a des systèmes d'alerte, et ce sont des crues, j'allais dire, qui certes vont abîmer des rez-de-chaussée, mais les gens ont malgré tout un tout petit peu le temps quand même de mettre leurs effets à l'étage. Ça n'est pas comme des crues ou en tous les cas des vagues qui arrivent et qui dévastent tout, comme on a pu connaître dans l'Aude ces dernières années. Donc pour l'instant, mais à l'intérieur des communes, les gens s'entraident, vont déménager les voisins, vont porter des ravitaillements dans les hameaux isolés avec des barques et des bateaux à moteur s'ils en ont. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, j'imagine. Il y a toujours des foyers privés d'électricité parce que c'est conjugué aussi à ce phénomène de crue. N'oubliez pas la tempête Nils, ce fort coup de vent qui a arraché des dizaines et des dizaines d'arbres et qui sont tombés sur les lignes électriques. Et pour l'instant, les équipes d'Enedis n'ont pas pu tout remettre en service. Donc il y a encore beaucoup de choses à remettre en état. Et on est loin encore de l'évaluation des dégâts. C'est ce que je peux vous dire. C'est que tant que l'eau n'est pas partie, on ne connaît pas l'étendue des dégâts. Il y aura des dégâts aussi du côté des agriculteurs. Ça sera le point chaud également à gérer pour les autorités. C'est l'état des cultures. De nouveau pour les agriculteurs, malheureusement. Je partage tout à fait ce que dit votre spécialiste, là, parce que moi, vous savez que je suis maire d'un petit village. Et effectivement, l'État, ça, on ne peut pas le refuser ça. Oui, tout à fait. Les préfets ont mis en place des alertes téléphoniques, etc. Moi, j'en reçois sans arrêt. Le moindre élément, je le reçois, je le répercute à mes élus, etc. Et ça va très très vite pour pouvoir aider évidemment les gens sur place. Donc, et surtout dans les petits villages où on n'a pas toujours les accès qu'il faut. Donc il y a des choses vraiment bien qui se passent. Maintenant, quand on a des moments aussi durs que ça, effectivement, faire réagir l'ensemble des partenaires sur le terrain, c'est pas évident. Les départements, tout le monde est mobilisé, mais ça prend du temps. Mais bravo pour la solidarité, effectivement, dans tous ces villages. Quand on voit l'étendue des dégâts, c'est terrifiant. Terrifiant, ces maisons où il y a de l'eau jusqu'au premier étage. Et ce qui me frappe, c'est la résilience de ces gens qui sont victimes d'inondations à répétition et qui
Ce qui est fou, c'est souvenez-vous de l'Aude systématiquement, et pourtant, lorsque vous y allez, ils sont tellement accueillants et pourtant résilients. En tout cas, merci mille fois, Christine Bouillou, en tout cas cet état des lieux très complet. Vous restez avec nous, bien entendu, si toutefois vous aviez des informations. On se tient aussi l'antenne à votre disposition. Et tout de suite, un petit réflexe de soupir, et on va se délasser un peu avec le bon Flavio qui est avec nous. Flavio, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir, ça va très bien, et vous ? Ça va, mon cher Flavio, et j'ai écouté cette annonce, je me dis et en plus on se fait engueuler, c'est ça qui est dingue. Non, finalement c'est même nous qui avons tort. Ouais, c'est même nous qui avons tort, exactement. Et ben on écoute, vous allez voir. Oui, je vous appelle pour le terrain Adonis. Oui, toujours disponible, oui. Ouais, je voulais savoir, on est d'accord, à part les frais du notaire, il n'y a rien à payer. Comment ça, les frais du notaire ? Là, vous offrez le terrain, donc nous, on n'a rien à payer à part les frais du notaire, non ? Oula, je crois qu'il y a un malentendu, monsieur. Moi, j'offre de la terre, hein. Pas un terrain, de la terre. Est-ce que là, sur le titre de l'annonce, il y a marqué « Donne terrain » 0 €. Oui, mais monsieur, qui a déjà offert un terrain ? Moi, c'est de la terre que je donne, pas le terrain, de la terre. Vous venez, vous récupérez la terre et il faut creuser, quoi. Le titre de l'annonce, c'est marqué « Donne terrain ». C'est pour ça que moi, je vous ai appelé pour savoir le terrain, pas la terre. Vous êtes pas net. Moi, vous êtes pas net, monsieur. Vous avez déjà vu quelqu'un offrir un terrain ? Je sais pas, après, je me suis dit peut-être que ça existe pas. Vous en avez trop, vous savez pas quoi en faire. Oui, je sais pas quoi en faire. Je vous donne ma maison aussi et ma voiture, je sais pas quoi en faire si vous êtes intéressé. Pourquoi pas, après, je vais pas proposer, mais bon, on sait jamais. Oui, bon, enfin, j'ai une bonne blague, mais bon, j'ai pas vraiment le temps pour les blagues. Bon, c'est dommage, je sais pas grave, hein. Parce que mettez peut-être donne terre et pas terrain. Oui. Allez, bonne soirée, monsieur. Soirée. On va se faire engueuler en plus. Ce qui est bien en parlant de cette histoire de terre, c'est que Flavio, il voit les arnaques à l'appel. Oh, c'est pas mal. J'avais peur de prendre un râteau, mais ça va. Excusez-moi, Flavio, moi je suis binaire. Il y a marqué donne terrain, tu me donnes ton terrain. Voilà. C'est ça. Il a dû avoir un paquet d'appels. Quand même, rappelons-nous, c'est important de le rappeler, sur l'annonce en question, il y a bien marqué donne terrain. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Il a dû avoir un paquet d'appels. Il voulait marquer terreau et il a mis terrain. Mais ça s'écrit pas la même manière. La terre est d'où ? La terre est d'où ? Oui. Du sol. Non, mais de quelle région ? C'est Angoulême. De toute façon, on s'en fout parce que de toute façon, il veut pas nous le donner, donc c'est pas très grave. C'est Angoulême, ça peut être de la très bonne terre pour faire la vigne, comme c'est pas très loin, qu'il y a le cognac, etc. Il mériterait qu'on le rappelle, ce monsieur, pour savoir s'il est toujours à offrir ce terrain. Philippe David est très intéressé. Non, je m'appelle David, pas Pigeon. En fait, il faudrait qu'on le rappelle en le disant excusez-moi, est-ce que on pourrait prendre de la terre, mais sans prendre le terrain parce que ça nous intéresse pas. Mais c'est ce que je vous propose. Non, c'est parce que vous dites dans l'annonce. Voilà, on pourrait refaire un truc. Donc en tout cas, on continue à regarder avec Flavio les gens qui écrivent n'importe quoi et qui arnaquent. Et heureusement que Flavio est là. Heureusement qu'il est là. Que vous pourrez retrouver bien entendu un podcast sur Sud Radio et sur son compte Insta, le bon Flavio. Regardez, je vous le dis tous les jours, si vous voulez rire et aussi montrer qu'il y a des arnaques et que Flavio est là pour les lever. En tout cas, c'est sur ce compte qu'il faut aller. Et comme on dit, Flavio, vivement demain. Et ben voilà, on le sait. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Et puis, juste après, le journal et puis le coup de gueule de Philippe David. Affaire Epstein, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Ouais, on en parle dans un instant. Sud Radio, la seule antenne où vous pouvez vraiment tout dire. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec une équipe très en forme autour de cette table. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Philippe Bilger, Bruno Pomar, ancien membre du RAID. Et vous, 0826 300. Tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de nombreux villages des deux côtés de l'Atlantique, mais avec un village un peu plus surprenant que les autres, Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot. Pourquoi Saint-Cyr-la-Popie ? Pas pour vous parler de ce magnifique village classé parmi les plus beaux de France,
mais parce que je suis tombé de l'armoire en apprenant que s'y trouve un des maillons de l'affaire Epstein. En effet, on a appris la semaine dernière qu'un des protagonistes de l'affaire, Al Seckel, par ailleurs compagnon d'Isabelle Maxwell, sœur de Ghislaine Maxwell, est décédé dans ce village du Lot. Une Ghislaine Maxwell qui fut la compagne de Jeffrey Epstein pendant des années, qui, elle, purge une peine de 20 ans de réclusion pour pédocriminalité et complicité de trafic d'êtres humains. Là où on commence à avoir de sérieux doutes, c'est qu'Al Seckel aurait reçu des dizaines de milliers de dollars de Jeffrey Epstein pour nettoyer tout ce qui avait trait à ses affaires sexuelles sur Internet. Al Seckel, un personnage peu recommandable qui pour fuir des poursuites aux USA, s'était installé près de la Roche-Gajac en Dordogne et qui est décédé accidentellement en chutant d'une falaise à Saint-Cyr-la-Popie à l'été 2015. Son corps a été retrouvé grâce à l'odeur, un pied et une main ayant été dévorés par des animaux sauvages, une mort classée en suicide. Et le moins qu'on puisse dire est que les suicides sont très nombreux dans cette affaire. Jeffrey Epstein suicide dans une cellule anti-suicide, avec les caméras de surveillance qui tombent en panne au moment de sa pendaison. Un Jeffrey Epstein dont le frère Mark a déclaré que son frère avait été assassiné après lui avoir dit au sujet de l'élection américaine de 2016 qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton: si je disais ce que je sais sur les deux candidats, il faudrait annuler l'élection. Le rabatteur français d'Epstein, Jean-Luc Brunel, a eu lui aussi la bonne idée de se suicider en prison, alors que théoriquement, toutes les précautions avaient été prises pour qu'il ne mette pas fin à ses jours. Vanessa Giuffre, la principale plaignante, s'est elle aussi suicidée en Australie. Quitte à passer pour complotiste, tous ces suicides me posent question, comme chantait Tonton David, avec qui je n'ai aucun lien de parenté. Je suis sûr qu'on me croit pour tomber, j'en suis certain. Quelque chose d'attend par regard, je suis sûr. Qu'on nous prend pour des cons, j'en suis certain. Quelque chose me tourne par rond. Merci Philippe David. Philippe Bilger. Je ne crois pas. Pas du tout. Ça ne m'étonne pas de la part de Philippe, bien sûr. Il y a beaucoup de suicides. Ah oui, je l'admets bien volontiers. Mais quand on examine à fond toutes les ramifications de ces affaires et quand on s'intéresse à la psychologie des personnages, eh bien, le suicide apparaît très plausible. Absolument. Parce que quand on appréhende la personnalité d'un Jeffrey Epstein, la manière dont il a mené une comédie indigne et inhumaine, en se moquant des gens, en les dominant, et tout à coup, avec une sorte de désinvolture et de cynisme absolu, il tire sa révérence. Alors le complotisme ne m'étonne pas. Il est normal que Philippe vienne dire ils sont pas suicidés, bien sûr. Moi, je crois qu'ils se sont suicidés. Ouais, ben disons, je n'aurais pas aimé être jugé par Philippe. C'était l'ancien des patrons d'Orange qui disait qu'il y avait une épidémie de suicide chez Orange à l'époque. Là, il y a une épidémie. Ça n'a rien à voir. À Hollande, il y avait du harcèlement. Là, c'est tout à fait normal que vous abondiez dans votre sens, bien sûr. Tous les suicides sont malfaisants, sont faux là-dedans. Ça me paraît, pourquoi pas. Et dans tout ce qui relève des affaires d'État, il y a toujours eu des suicidés. Oui. Mais tiens, Robert Boulin, il s'est suicidé. Jean-Édouard Lallier. Alors, j'ai dernier, Boulin, il s'est pas suicidé. Il y a beaucoup de choses qui sont. Dès que ça touche le haut de l'État. Ça sent le complot, là. Mais non, mais que ça. Mais évidemment, on a des services spéciaux qui ont été. Pendant des années, on l'a connu du temps de Mitterrand et encore après. Après, ça c'est. Tout ça. François de Grossouvre, Robert Bérégovoy, pour être précis. François de Grossouvre. Mais exactement, tout ça c'est perdu maintenant avec les réseaux sociaux parce que tout ça c'est. Quoi, déjà, Philippe David. Mais Philippe, qui ça Epstein, il s'est pendu dans sa cellule. Une cellule anti-suicide. Oui. Avec a priori un drap, une espèce de ruban, mais même les médecins légistes ont émis des doutes sur le suicide. Mais bien sûr. Vous voyez un peu. Et que le frère vienne dire qu'il ne s'est pas suicidé, je ne crois pas que ce soit un argument. Alors excusez-moi, les caméras de vidéosurveillance qui tombent en panne primo au moment. Ça m'aurait étonné. Ah bah oui. Il est de mauvaise foi. Mais quand vous comparez une affaire d'État, vous oubliez la psychologie de ces êtres totalement unique. Mais avouez
Philippe Bilger que c'est quand même pas de chance. Et vous avez vu le palmarès? Vous pouvez imaginer cette malheureuse Vanessa. Vous croyez qu'après ce qu'elle a vécu, par exemple, elle ne pourrait pas, malheureusement, aboutir à une sortie tragique de sa propre existence? Il faut pas toujours aller chercher des choses qui sont plus que complotistes, quoi. J'ai l'impression qu'il fait partie de l'affaire. Hein. Mais non, mais vous, en plus, vous tournez en dérision des tragédies. Mais non, Philippe. Mais vous êtes parfaitement français. C'est une évidence. Ce qui se passe dans l'affaire Epstein. Mais évidemment. Mais c'est pas une évidence. Mais comment vous qui avez été procureur, si c'était une évidence, qui avez été avocat général, mon cher Philippe. Samuel Botton aimerait bien parler. Ah oui, bien sûr. Je sais pas si j'aimerais bien parler. En tout cas, Philippe David, je ne vous remercie pas. Vous avez remis le feu aux poudres et vous allez me déchaîner tous les complotistes alors que j'essaye d'avoir des prises de parole mesurées. Moi, il est très mesuré, je me pose des questions. Effectivement, je peux mais il a le droit de se poser des questions. Oui, je peux comprendre qu'on se pose des questions. Mais ils ne pas des questions, ils donnent des réponses. De faire de la même manière que je comprends aussi Philippe Bilger qui dit, voilà, quand on arrive à un certain point de sa vie avec ce qu'on a vécu, peut-être qu'on met fin à ces jours. Sur l'affaire Epstein, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, qu'il y a encore nombre d'éléments qui vont être dévoilés. Alors, pour vous faire plaisir, Philippe, nombre de suicides qui pourraient encore suivre, selon ce qui sera dévoilé. Donc voilà, et puis non mais c'est ça, mais la vraie question finalement elle existe. Et alors tant il y a énormément de thèses complotistes, tant sur cette affaire je peux comprendre les questions qui se posent parce que ça a été tellement grand, tellement dramatique qu'aujourd'hui effectivement d'avoir un enchaînement de suicides, ça peut poser question. Non, où est la vérité, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a des gens à protéger. Quand ça monte trop, à un moment donné, même Ghislaine Maxwell, elle doit être hyper protégée. Oui, mais si on va dans ce sens-là, je veux dire, elle a dit qu'Epstein n'est pas vivant. Oui, mais bien sûr. Elle a passé un deal qu'on lui a refusé. Elle dit tout contre une grâce présidentielle. Oui, ça veut tout dire, quoi. Après, elle est prouvé que la personne a tout dit. Ouais, je ne sais pas. Oui, mais on se met à sa place. Hein, les amis, en tout cas, l'affaire se poursuit. On aura, j'imagine, des informations et on verra effectivement si Philippe David avait raison. Ces suspicions. Ça vous dérange pas que pendant que je parle? Non, on pensait que Philippe David était sur les listes, mais bon. Oui, mais on s'en fout, en fait. Puisque je suis en train de parler, vous taisez. Oui, c'est vrai. 2 secondes. Hein, oui, parce qu'il me parlait. On disait des choses importantes. Oui. Vous les dites chez vous. Non, j'aime bien les dire ici. Non, moi j'ai pas envie. Et la prochaine fois que vous parlerez, Philippe, vous ferez un édito, je parlerai comme ça avec Philippe David. Ça va, Philippe? Très bien. Mais vous savez qu'il y a moi, ça me gêne pas, mais l'auditeur, des dialogues parallèles. Si vous êtes mal élevé, c'est pas de mon problème. Hein. Ah non. Allez, dans un instant, par moment, on peut en douter, ma chère Cécile. Oui. Un de nos auditeurs sera nommé ministre et ensuite ce sera le qui c'est qui l'a dit. Allez, soyez les bienvenus. À tout de suite. Autour de cette table, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, Philippe Bilger, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et vous, 0826 300 300, avec Philippe David, bien entendu. On vous avait annoncé un nouveau ministre dans notre gouvernement. Il arrive si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de l'urbanisme, avec nous pour en parler, donc le ministre Roland de Saint-Étienne est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir. Quelle serait votre première peut-être proposition en tant que ministre de l'urbanisme? Moi, ma première mesure, Cécile, et je vais pas me faire des amis en cette période électorale pour les élections municipales, ça serait de supprimer le droit de veto des maires sur les permis de construire, notamment en zone tendue. Oui, le droit de veto. Vous n'allez pas vous faire que des copains. Mais pourquoi sur les zones tendues? Parce que je vais bien vous expliquer, parce que on traverse bien une période où la crise du logement est réelle, notamment dans les villes comme Paris, Lyon et Bordeaux. Donc moi, ce que je proposerais, c'est que l'État reprenne la main sur les permis de construire, et elle peut le faire, notamment avec les lois SRU, et notamment, je pense qu'il y a trop de logements qui sont bloqués. Et pour des raisons locales et aussi pour des raisons électoralistes, et il faut bien le dire. Il faut noter qu'en général, 6 mois, 1 an avant les échéances municipales, et vous pouvez le regarder, il y a beaucoup de permis de construire qui se retrouvent en suspens ou voire même invalidés. Et peut-être que Bruno Pomar, qui a été maire même d'une petite commune, pourra peut-être m'en parler. Mais je pense que ça sera important d'enlever ce droit de veto, justement pour une mesure de responsabilité. Donc ça voudra dire qu'on aura plus d'offres.
notamment pour les jeunes Français qui ont du mal à se loger, et qu'il y aura moins de spéculation. Et je pense que ce serait une réponse assez concrète à la crise du logement qu'on traverse. C'est vrai qu'on dit souvent que 6 mois avant une échéance et 6 mois après, c'est difficile pour les contrats et les marchés. Oui. En même temps, il faut que les maires aient quand même une souplesse dans ce qu'ils peuvent faire dans leur commune, parce que le régalien, c'est bien de tout régir de Paris là, et puis de faire, et on voit ce que ça donne, c'est-à-dire ça donne pas grand-chose. Donc effectivement, c'est une mesure intéressante, je pense. Oui, tout à fait. Je vous laisse dérouler, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Eh ben, tiens, vous avez raison, Bruno Ponnard. Je pense qu'il faut pas faire n'importe comment. Je pense qu'il faut qu'il y ait un qui soit fait entre les collectivités, donc les mairies et l'État. Mais je pense que ça pourra vraiment être bien dans le sens où ça peut arrêter l'explosion des prix. Parce que c'est vraiment, c'est ahurissant. Moi, je vois notamment dans ma commune de Saint-Étienne, où hormis les logements sociaux, qui sont la responsabilité des bailleurs sociaux, donc des métropoles et des villes, je vois que au niveau de la construction, c'est assez catastrophique. Il y a des quartiers notamment, et moi je vais dire des choses. Il y a des quartiers maintenant, vous savez, quand vous construisez un immeuble, il faut qu'il y ait une part qui soit réservée à des logements sociaux. L'OSRU, oui. Ouais. Très clairement, et c'est ça, c'est la OSRU. Très clairement, quand vous allez dans des quartiers dits UP, vous avez des conseils de quartier où des voisins font du forcing, le voisinage fait du forcing pour pas que ces logements soient construits. Et ça, je suis bien désolé, mais c'est une forme aussi de discrimination au niveau du logement. Oui, on préfère payer des amendes d'ailleurs. C'est ça. Alors, oui. Exactement. Donc c'est vraiment ce que je ferais, c'est vraiment abolir ce droit de veto des maires sur le logement. Samuel Bouillet. Oui, parce que il y a des choses que je ne comprenais pas, donc qui maintenant sont un peu plus claires. Mais si vous supprimez le droit de veto des maires, où est-ce que vous placez le pouvoir par répercussion, c'est-à-dire ce contre-équilibre? Le préfet. Et juste une chose pour être sûr d'avoir bien compris, en fait, quand vous m'expliquiez, faut lever le droit de veto sur les zones tendues, on était bien sur la question de logements sociaux, notamment sur des quartiers UP, on est d'accord? C'est ce que je disais. Maintenant, quand vous avez une nouvelle construction neuve, une construction privée, vous avez un quota qui est obligatoirement pour du logement social. Et vous allez dans des très gros quartiers, même sur Paris, sur des grosses villes notamment. Je reste sur les zones tendues. Moi, vraiment, ce que je propose, c'est pour les zones tendues. Donc, c'est Paris, Lyon, Marseille. Et vous avez des quartiers où le voisinage et les maires d'arrondissement ne veulent pas de ces constructions, car ils savent très bien qu'il va y avoir du logement social et préfèrent payer des amendes. Ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas, payer des amendes, c'est l'argent du contribuable, mine de rien. Donc on peut pas, les maires ne peuvent pas s'étouffer à dire non, il faut pas augmenter la pression fiscale, mais préfèrent payer des amendes car c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. C'est pour moi totalement inaudible, quoi. Alors, Philippe. Non, mais c'est un vrai sujet, mais est-ce que dans ces cas-là, il faudrait pas revoir le droit de veto des maires pour plein d'autres choses, parce que on a des gouvernements qui veulent créer des prisons, par exemple, mais les maires disent pas chez nous. On peut peut-être, dans ces cas-là, élargir le sujet, non? Oui. Moi, je pense que par rapport à ça, si on élargit le sujet, moi, je pense que la place du maire est prépondérante. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Tous ces trucs de millefeuille territorial, on a une mairie, on a une métropole, une agglomération. Pour moi, c'est quelque chose qui est lisible aussi bien pour l'administré que pour celui qui administre. Mais je pense que notamment, oui, sur les places de prison, après, il faut qu'il y ait des concertations qui soient faites entre les préfets et les municipalités. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez une prison, moi, je donne un exemple. Peut-être qu'une prison, qui doit être à 3 kilomètres, on va dire 5 km d'un hyper-centre-ville, le préfet impose la chose. Et les maires, doivent s'aligner. Je suis bien d'accord qu'une maison d'arrêt, il faut prendre en compte plein de paramètres, que ça soit pas près d'un voisinage, près de centres médico-sociaux ou plein de choses. Mais je sais que, par exemple, il y a des communes en France qui refusent leur maison d'arrêt pour des buts totalement électoralistes. Et ce sont les mêmes maires, pour conclure, qui vont dire « Ouh là là, non mais attention, l'insécurité grandissante, mais qu'est-ce qu'on en fait ?» Non, je pense qu'il faut vraiment remettre tout ça sur la table et que le préfet ait un pouvoir de décision avec les maires et peut-être, mettre fin à tous ces trucs de communauté de communes, d'agglomération, parce que on en parlait. Mais c'est compliqué ce que vous dites, parce que en même temps, le maire doit trouver un équilibre entre pouvoir répondre effectivement à la demande et à ces logements sociaux qu'on a besoin, évidemment, parce qu'il faut loger les gens, ça c'est évident, et en même temps à sa population, à qui il doit aussi faire plaisir, quoi. Et c'est compliqué de trouver un équilibre dans tout ça. Sachant que le maire est déjà serré dans pas mal de contraintes, je pense que ça devient un peu compliqué. En tout cas, merci beaucoup Roland d'avoir joué le jeu. Merci monsieur le ministre de l'Urbanisme. Et vous revenez quand vous voulez. Et tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Et on démarre avec un qui c'est qui l'a dit. Jamais dans ma vie, l'argent n'a été un Jacques moteur. Lang. Jacques Lang. Ça ne pouvait être que lui. Ah bah là, je peux vous dire qu'il est très bien placé pour le prix de l'humour politique 2026. Ouais, Alors là, ça, celle-là, c'est- elle est c'est sûr, fabuleuse. c'est sûr. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon est une grande gueule, mais il n'est pas violent. C'est d'ailleurs quelqu'un de très sensible et très intelligent. Manuel Bompard. Non. Non. Non, C'est un homme d'affaires. Ouais. C'est très étonnant d'ailleurs. Thomas Piketty. Non, un homme d'affaires. Attends, Piketty. attends, Un homme d'affaires. Par contre, il parlait. Il a de la surface. Ouais, Leclerc. Bonne Ah ouais, réponse, putain, Michel-Édouard Leclerc. Mais comment C'est ça pour m'énerve vous, ça, Philippe. Ça fait 2 Mais minutes. je l'ai dit, mais après. Bah oui, il fallait le dire avant. Mais on vérifie ou c'est pas nécessaire. Mais Non, le non. mec, Michel Je Edouard préfère Leclerc, Breton en touche. hein. Ah, pas mal. Oh là, elle était bonne, celle-là. Allez. Qui c'est qui l'a dit? Je veux en finir avec la droite des casseroles et des arrière-cuisines. Chiotti. Non. Non. Valérie Retailleau. Pécresse, ça Non, c'est du annonce Pécresse. quelqu'un de gauche. Quelqu'un de gauche. Je veux Attal. en finir. Non. à la- Je veux en finir avec la droite des casseroles et des arrière-cuisines. Emmanuel Grégoire, peut-être. Bonne réponse. Emmanuel Ça sonnait bien Grégoire. avec Rachida Dati, c'est Ah pour ouais. Eh bah oui, là c'est règlement de compte au Quai Paris. Il commence à m'énerver, Monsieur Botton. Bah oui, Qui je- c'est qui l'a dit après la mort de Quentin? Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Mélenchon. Mélenchon. Là, il a été le plus rapide. Bruno. Bruno. Doucement, oui. N'essayez pas de me piquer le feu. Qui c'est qui l'a dit? L'antisémitisme est ancré dans notre pays. Est-ce que ce Aurore serait Berger. Non. Prisca Thévenot? Non. Non. Non, comment elle s'appelle? La porte-parole du gouvernement. Non, c'est une ministre, mais Non. pas porte-parole. C'est pas Maud Bréjean. Plus pour longtemps, Enfin, mais oui, c'est voilà. une ministre. Rachida Dati. Il a été un peu plus rapide. Non. Ah non. Un point chacun, tout le monde l'a dit en même temps. Ah Merci, non, prenez non, un point chacun, de toute façon, vous êtes Franchement, loin, messieurs. non, Parce que il y a un arbitre qui continue Mais sur non, mais- sa lancée ancienne. Philippe hein. Bilger, il essaie de me la mettre Alors, à chaque fois sur ce Je jeu. vous en prie. Faire, Qui façon de c'est- parler. Oh, mais façon de parler. Qui c'est qui l'a dit? Alors je vous préviens, là c'est de la haute culture générale. L'expérience, voilà le maître en toutes choses. Alors un des plus grands empereurs de l'histoire. Un empereur. J'allais vous dire Bruno Le Maire, mais du coup, c'est pas lui. Un empereur. Oui. Charlemagne. César. Bonne réponse de Bruno Jules Pomar. César. Comptez sur la police pour la culture. Regardez Cécile. la tête que fait Philippe Bilger, parce que j'ai sorti César, il s'est dit, mais l'autre, il a de la culture, lui. Tant mieux. Là il a passé un palier de compression avec César. De toute façon, vous aviez que deux options, Bruno, César ou Napoléon. hein. Ah non, il a d'autres. Allez, qui c'est qui l'a dit? Pour avoir fait nombre de conférences dans des universités, avoir subi la présence intimidante de l'OAS, du GUD, de l'extrême droite à plusieurs conférences que j'ai données. Ah merde, ah oui, putain. Ah oui. Surtout que là, de l'OAS en 2026. Non. Ah non, mais j'ai une connerie. Non, quelqu'un qui est spécialiste de ce type de propos. Que vous aimez bien, Philippe Bilger. J'aime bien. Ouais. C'est c'est un politique? Oui. Une politique. Rousseau. Bonne réponse de Merci. Philippe Bilger. Je Sandrine sauve. Rousseau. L'honneur Et sauf. du justesse. Ouais. On a le temps Allez. pour une dernière ou pas? Non, c'est fini. C'est fini. Bon. Eh bien, écoutez, au moins, c'est Et simple. que je sache, César n'était pas un Non, empereur. il n'est pas empereur. Ouais. Ah, ça y est, ça commence. On va remettre en question. Ben, c'était l'Empire romain. Hein. Oui. Oui, ben d'accord. Non, il non, était pas non, empereur, il a Philippe échoué Bilger, là-dessus. arrêtez, non. Oui, enfin oui. Vous pouvez Les être meilleur sénateurs que ne sur vont pas laisser l'Empire. faire. Oui, alors le score, c'est simple. Alors. 4-3-2. Il manque que le 1. 4 points pour Samuel Botton, 3 points pour Bruno Pomar, 2 points pour Philippe Bilger. Bravo. Il a essayé de me piquer. Tu sais, de c'est me quoi le piquer pire, Bruno Ah, Je ouais. ne gagne que quand vous êtes là. Ah, c'est peut-être un signe. Non, il faudrait en tirer des conclusions. Ah ouais, j'ai l'impression. Allez, on revient dans un instant, les amis, avec la question du soir. En visite à Alger, pendant 2 jours, le ministre de l'Intérieur va tenter de relancer le dialogue avec l'Algérie avec cette question du soir, Philippe. Laurent Nunez peut-il faire plier l'Algérie? Eh bien, vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Et on reste ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et autour de cette joyeuse table des vraies voix, Philippe Bilger est avec nous, Bruno Pomar, Samuel Botton et Philippe David, bien entendu. Et vous, 0826 300 300, c'est Zach qui est à l'œuvre ce soir. Et tout de suite, c'est la question du soir. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut
aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? Les vraies voix Sud Radio. Et donc en visite à Alger pendant 2 jours, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, va donc tenter de relancer ce dialogue avec l'Algérie avec cette question du jour. Laurent Nunez peut-il faire plier l'Algérie? Eh bien, vous dites encore et toujours non à 88%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Ça tombe bien puisque Linda de Pau est avec nous. Bonsoir Linda. Elle a gagné le qui c'est qui l'a dit visiblement, alors qu'elle a pas joué. Bonsoir Linda, on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Quel est votre avis sur cette éventuelle, enfin pas cette éventuelle, cette visite de Laurent Nunez en Algérie? Moi, je pense qu'on change un petit peu le profil des personnes qui sont envoyées, sauf que je pense que ça ne changera rien. En fait, je pense que l'Algérie a un problème avec le gouvernement Macron. Et par, je ne sais pas si c'est par honneur ou par, par fierté ou que sais-je, ouais. Je pense qu'ils ne reviendront pas sur quoi que ce soit, ni sur leurs décisions, ni sur leur façon d'appréhender leur relation franco-algérienne. Est-ce que c'est pas Philippe Bilger vers l'Algérie entre Ségolène Royal, Laurent Nunez? Est-ce que ça va adoucir quand même quelque part les relations franco-algériennes? Sûrement, Cécile. En réalité, lors d'un précédent débat, une majorité avait dit que Laurent Nunez avait raison d'aller en Algérie, ce qui me semble évident. Alors la question de Sud Radio est un peu provocatrice. Évidemment qu'il ne pourra pas faire plier l'Algérie. On peut simplement espérer, de mon point de vue, qu'ils parviennent à faire libérer, par exemple, Christophe Glaise plus rapidement que prévu, et que, éventuellement, par une modération qui peut être parfois plus efficace qu'une forme de vigueur, ils puissent faire accepter certains OQTF. Mais il ne fera pas la révolution, il ne fera pas plier l'Algérie. Oui, surtout que je n'aime pas du tout le terme plier appliqué à Laurent Nunez. C'est presque une insulte à son intelligence et à ses grandes qualités, puisque c'est un homme autant que possible de consensus. Il a quand même tenu quelques mois avec Christophe Castaner sous gestion, donc c'est pas donné à tout le monde. Et je pense, je suis entièrement d'accord avec Philippe dans la mesure où... C'est quand même un peu la fermeté, quand même, Laurent Nunez aussi. C'est de la fermeté, mais il faut être ferme dans un gant de velours. Exactement. Et je trouve que ça lui va très bien. Il n'a jamais été dans l'affrontement direct, il a quand même une capacité d'écoute certaine. Et c'est un bon profil d'une part parce que ça faisait 4 ans qu'un ministre de l'Intérieur ne s'était pas déplacé en Algérie, ce qui nous renvoie à son prédécesseur que beaucoup ont trouvé brillant, moi un peu moins, à savoir Gérald Darmanin. Il y a des négociations à avoir. Retailleau, mais il y a eu aussi Darmanin. Alors, mais c'est très bien que vous me fassiez ce point-là pour rebondir sur le propos de l'auditrice. Est-ce que l'Algérie a un problème, Linda? Est-ce que l'Algérie a un problème avec le gouvernement? C'est ce que vous avez sous-entendu. Je pense que vous avez en partie raison. Linda, allez-y. Bah oui. Je pense parce qu'en fait, ce qu'a fait Macron, il a cherché à se rapprocher de l'Algérie et ensuite il a tourné le dos à l'Algérie en disant à M. Tebboune concrètement qu'il allait aller dans le sens du Maroc pour le Sahara subsaharien. Oui. Et du coup, Tebboune lui avait bien dit, M. Tebboune, si je me permettre, lui avait bien dit, si tu fais ça, c'est fini. Donc, je pense clairement que tant que ça sera sous la présidence Macron, la France n'obtiendra rien de l'Algérie. Alors, je suis partiellement d'accord avec vous dans la mesure où je pense que le changement d'homme qu'il y a eu au sein du gouvernement et dans des ministères clés, donc à savoir passer de Retailleau à Nunez, je pense que ça peut aider. De là à dire, est-ce que ça va se régler dans les 2 prochains mois ? Évidemment que non. Mais je pense qu'on est déjà sur une meilleure route que ce qu'on l'était il y a 3-4 mois. Oui. La difficulté qu'il y a, en fait, elle démarre de là. C'est question d'hommes et d'ego, évidemment, des uns et des autres. Quand c'est à ce niveau, ils ont des égos surdimensionnés, que ce soit Tebboune ou Macron ou les autres, évidemment. Et l'affaire du Sahraoui, effectivement, a dû peser un petit peu dans le comportement de Tebboune par rapport à la France, évidemment. Maintenant, il faut espérer, soyons pas défaitistes, que Laurent Nunez, qui est un homme de consensus, tu l'as très bien dit, c'est vrai, c'est un social-démocrate, c'est quelqu'un qui peut faire avancer les choses.
sur quelque chose de prioritaire. Tu l'as dit, Glaise, c'est une chose, mais c'est surtout les OQTF. Parce que 40% des problématiques des OQTF, évidemment, c'est les ressortissants algériens. Donc ça se pose une véritable question. Moi, je crois qu'il y a un problème qui se pose, c'est que l'Algérie a sa rente mémorielle contre la France. Oui, aussi. Donc, c'est simple, comme le régime algérien échoue depuis 1962, parce que l'Algérie, c'est le seul pays du Maghreb qui regorge de pétrole et de gaz, et dont le principal espoir de la jeunesse, quand un président français y va, c'est de demander des visas. Alors, je pense qu'il y a quand même un léger problème, ce qui prouve que ce régime corrompu et totalitaire, puisque c'est un régime militaire depuis 1962, a échoué. Et vous savez, on ne lâche pas une marotte qui vous permet de faire l'union autour de vous, à cracher sur la France en permanence. Vous savez, c'est un peu comme les mollahs iraniens, ils disent mort à Israël, mort à l'Amérique, et comme ça au moins ils se font mousser, ils sont contents. Pour faire la paix, pour faire un accord, il faut être deux. Le problème, c'est que l'Algérie n'en a aucune envie. Alors pour revenir sur ce que disait Linda, c'est vrai que au Maghreb, comme dans le reste de l'Afrique, la politique d'Emmanuel Macron a été plus qu'erratique. Alors là, on s'est fâché avec tout le monde. Il était même arrivé à un moment à faire en sorte qu'on ait de très mauvaises des relations avec l'Algérie et avec le Maroc. Là, à ce niveau-là, personne n'y était jamais arrivé. Bon, en même temps, un barreau qui est quand même pas au niveau. Hein. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça veut dire qu'il faudra, pardon Philippe, il faudra livrer, entre guillemets, c'est ce que va certainement demander l'Algérie, tous les opposants au régime algérien. Et je pense que ça va être ça la monnaie d'échange, certainement. Sûrement. Et en même temps, Emmanuel Macron a tenu des propos parfois très justes. Oui. Et brutaux sur la réalité du régime politique algérien. Ça n'a pas facilité les choses. Ça a braqué tout le monde, tout simplement. Mais moi, je crois beaucoup à la capacité à Nunes de faire bouger un peu les lignes. Mais c'est même plus que ça, c'est-à-dire regarder comment est-ce qu'il est perçu là-bas. Oui, c'est-à-dire non pas chez nous en France tel qu'on le connaît, mais comment la population, les hauts dignitaires et le gouvernement algérien considèrent l'homme et sa fonction. Encore une fois, je pense que ça va avoir tendance à aplanir les choses. Après, pour moi, le cas prioritaire, effectivement, c'est Christophe Glaise pour plein de raisons. C'est clair. Et j'ai tendance à penser... Qui est déjà revenu à Alger dans une autre prison. Suite à la visite de Ségolène Royal. Dans le hasard des faits, ça se déroule 2 jours après. Donc, il y a quand même des mouvements qui sont initiés. Il y a l'Algérie qui montre une bonne volonté quand même à certaines visites françaises. Je pense que c'est une question de présentation, c'est-à-dire... Ça sonne au standard, les garçons. Alors, non, j'allais dire, vu toute la brosse à reluire qu'a mis Ségolène Royal au régime algérien quand elle y était, c'était quand même pas difficile de ne pas faire un petit geste pour Christophe Glaise. Oui. Allez, Simon est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle le Perpignan. Bonsoir Simon, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Oui, merci. Oui, donc l'Algérie, moi je ne serais pas aussi optimiste, bien que Laurent Nunez, effectivement, il a les prédispositions, je veux dire, de quelqu'un qui n'est pas très vindicatif et qui veut essayer d'apaiser les choses. Est-ce que ça sera la bonne solution? Les Algériens peuvent éventuellement réagir positivement parce que de toute façon, comme ils avaient déjà manifesté vis-à-vis de M. Retailleau un rejet total, donc par rapport à son choix de fermeté, c'est possible au moins qu'il y ait une libération, mais que ça modifie les relations entre la France et l'Algérie. De toute façon, le pouvoir algérien n'a aucun intérêt à rentrer dans quelque chose de plus, je veux dire, dans la normalité, parce que de toute façon, pour l'instant, ils vivent grâce à ça, grâce au rejet de la France. Donc je les vois pas de toute façon changer radicalement de position. Oui, c'est vrai que ça paraît peut-être un peu compliqué. Mais le problème des rapports avec l'Algérie sera l'un des soucis de la campagne présidentielle. Absolument. Oui. Pas fondamental, bien sûr, mais ça aura de l'importance. De toute façon, à un moment, il faudra que tout le monde se mette autour de la table et discute, parce qu'il y a tellement de problématiques communes au-delà des OQTF qu'il va falloir les traiter sur la question du terrorisme international, sur la question de la sécurité, sur la question de la coopération, sur des questions économiques. C'est-à-dire, j'entends, et on va atteindre jusqu'à un certain point, mais à un moment,
il faudra mettre de la régulation dans tout ça et essayer de repartir de l'avant. Donc je pense qu'à un moment, le gouvernement algérien va se retrouver aussi prisonnier de sa propre stratégie. Oui, mais alors, que les choses s'alignent. Oui, attention, concernant la sécurité, Samuel, comme le terrorisme, ils ont quand même gardé des liens. Oui. Ah oui. Alors, tout ça n'a pas été coupé vraiment de façon... Ça serait dramatique si ça avait été le cas. Non, mais les liens s'expliquent parce que l'Algérie a tellement souffert du terrorisme dans les années noires, fin des années 80, début des années 90, que quand ils ont vu les GIA faire sauter des bombes en France, notamment au RER Saint-Michel... Roubaix, hein. Attentat de Roubaix, le premier attentat GIA. Voilà, donc ils se sont dit, là quand même, c'est des gens qui peuvent demain revenir chez nous et faire sauter des bombes ou mitrailler des gens, donc c'est logique. Mais moi je crois qu'il y a une question qu'on ne s'est pas posée. On n'a jamais utilisé le bras de fer face à l'Algérie, parce qu'on vit dans ce complexe mémoriel. C'est ce qu'avait commencé à faire Retailleau. Oui, non, parce que Retailleau, il avait quelqu'un au-dessus de lui qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui, il a fait ce qu'il pouvait. Oui, voilà, il a fait ce qu'il pouvait parce qu'au-dessus de lui, je le répète, le patron de la diplomatie, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le président de la République. Surtout quand on met Jean-Noël Barrot, là, on est vraiment tout seul. Macron, il a bloqué. Qu'est-ce que vous lui mettez à Jean-Noël Barrot? Est-ce qu'un Bruno Retailleau, avec les pleins pouvoirs sur cette question, alors c'est hypothétique, mais est-ce que vous avez la conviction qu'il peut aller au bout et régler le problème avec cette attitude et cette approche? Je pense, oui. Par exemple, vous dites, on vous donne 0 visa et on gèle les avoirs algériens. Je peux vous dire que ça, à mon avis, ça met de l'huile dans les rouages. Vous voulez savoir ce que je vous réponds si je suis le gouvernement algérien? Oui, mais allez-y. Ah ouais, allez-y. On va voir ce qui va se passer quand vous allez mobiliser des forces de police pour courir à droite, à gauche, après des sans-papiers qui rentrent illégalement sur le territoire. C'est plus vous qui serez en difficulté. Oui, attention, la communauté algérienne est importante en France. Donc on a regardé les quartiers, on a regardé beaucoup de choses. Ça veut dire dans ces cas-là qu'on n'est plus un pays qui gère sa politique intérieure. Mais vous dites c'est terrifiant. Mais c'est un peu ça. On parlait de 2027. Est-ce que ça veut dire que la candidate ou le candidat de 2027 devra faire elle aussi un choix ou lui aussi un choix ou pas du tout, ou être neutre? Mais évidemment. Sûrement, mais moi je crois que Bruno Retailleau, vous l'évoquez Samuel, il aurait été en charge de la République comme Emmanuel Macron, il aurait utilisé les moyens qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu utiliser. C'est évident et Philippe le dit très bien. Ces moyens-là qu'Emmanuel Macron n'utilise pas, il les utilise pas pourquoi? Par incompétence? Non. Parce qu'il apprécie mal la situation. Il y a des volontés politiques. Mais il y a des enjeux politiques avec les quartiers, avec la... Il a une peur panique de ce qui pourrait se produire en France. Mais la communauté algérienne en France est importante, donc elle a du poids. Donc je pense que Macron a réagi par rapport à ça, se disant ça risque de nous foutre le bazar en France. Pour avoir un peu la paix, oui, c'est ça. Il était pas dans le meilleur timing à ce moment-là aussi. Oui, mais il y a quand même une chose à regarder en face. Macron ne l'a pas fait parce qu'il a peur de ce qui pourrait se passer en France. Bien sûr. Et rappelons-nous quand même qu'il est le seul futur président français qui souhaite aller à Alger avant son élection, en pleine campagne électorale, pour aller cracher sur le passé de la France. Donc ça, je pense que quand quelqu'un, en espérant obtenir certaines voix en France, atteint ce niveau de bassesse, je pense que ça en dit long sur la personne et sur les ambitions qu'il a pour le pays. Un pas en avant, un pas en arrière, t'as raison. Oui, ben ça s'appelle le en même temps. Hein. Ensuite, rappelez-vous, il a tenu des propos très durs sur l'Algérie. Oui, mais c'est le en même temps. C'est dire, la colonisation est un crime contre l'humanité, et après dire que la France a fait beaucoup de bien en Algérie avec la colonisation. Mais le en même temps, ça marche pas en politique internationale. Mais c'était un successivement d'ailleurs, c'était pas un en même temps. Oh, il en aurait été capable. Les amis, dans un instant, la petite phrase du jour, ce sera Fabrice Leggeri, qui est député français au Parlement européen, porte-parole du RN et ancien directeur exécutif de Frontex. C'était donc, ce sera dans un instant, ce matin, enfin ce midi plutôt, dans la France, dans tous ses états, avec Perico Légas. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. Avec autour de cette table pour cette dernière petite partie, Philippe Bilger avec Bruno Pomar et Samuel Botton et Philippe David, bien entendu. Et la petite phrase de ce matin, c'était Fabrice Leggeri, député français au Parlement européen, porte-parole du Rassemblement national et ancien directeur exécutif de Frontex. Ce midi, dans la France, dans tous ces états de Perico Légas. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. Les pays de l'Union européenne où la législation sur les obligations de quitter le territoire, alors au QTI ou au QT selon le pays, italienne, ce que vous voulez, polonaise, sont efficaces, pertinentes et appliquées. Alors la France est le pays le moins efficace. Il y a en moyenne 20% au niveau de l'Union européenne, 20% des obligations de quitter le territoire qui sont exécutées. La France n'arrive même pas à 10%. Philippe Bilger.
Malheureusement, Fabrice Leggeri, qui était considéré avant d'aller au Rassemblement national comme quelqu'un de très compétent et qui ensuite a pâti de cette nouvelle adhésion, confirme ce qu'on croit savoir. Enfin, il confirme, c'est les chiffres que tout le monde connaît, que les médias rapportent, donc c'est très préoccupant. Oui, non, c'est encore, on en revient toujours à la difficulté de pouvoir expulser ces gens-là. Donc ça demande des accords internationaux et pas seulement de dire, à chaque fois qu'on a un mec qui convient pas, on fait un OQTF, on le fout en centre de rétention administrative, combien, 90 jours ou 210, non, 210. Non, 210, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est ça. À 5 voix contre 4, la voix prépondérante étant celle de Richard Ferrand. Voilà, en sachant que le CRA, c'est le dernier mur. Et de toute manière, on les garde pas parce qu'ils sont saturés d'OQTF. Et bien, résultat, on les garde sur le territoire français. Alors certains, on parle pas d'eux pour certains. Et puis pour d'autres, ils commettent tous les méfaits qu'on voit sur eux. Et puis partirait-il qu'on n'est pas sûr que le pays les... Oui, mais c'est ça. Mais tu as raison, tout à fait. Non, c'est une grande question effectivement de sécurité, de moyens. C'est aussi faire la distinction entre les différents OQTF qu'on peut avoir sur le territoire. Est-ce qu'on imaginerait un étudiant au QTF, bon sous tout rapport, passer par un centre de rétention ou être expulsé du pays? Moi, j'imagine difficilement, du moins ça va pas forcément dans le sens de mes valeurs. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, messieurs, se pose la question, alors, je suis désolé de l'exprimer comme ça, des OQTF problématiques et de ceux qui, comme vous le disiez, vont casser, vont taper, et qui ne sont pas là dans la bonne optique. Donc je pense qu'il y a déjà une vraie politique de moyens à mettre en place sur cette question, tant du point de vue des forces de l'ordre pour leur permettre d'opérer correctement, que sur les administrations pour leur permettre aussi de pouvoir avancer sur ces dossiers. Et c'est là-dessus qu'on aura de la clarté. Mais à un moment, c'est effectivement une question de moyens. Et quant à la question de moyens, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas aujourd'hui? Je suis à peu près sûr que c'est parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas su dégager un budget cohérent. Ouais. Ça, c'est pas faux. Hein. Alors, non, ça c'est pas faux, mais alors, il y a quand même un problème, c'est que les pays ne veulent pas récupérer leurs EQTF. Il faut dire que quand vous avez des gens qui sont des délinquants, des criminels, ils n'ont pas envie de les récupérer. C'est le problème. La France n'est pas le trop-plein ou le réservoir de ceux qui ne veulent pas leurs ressortissants problématiques. D'accord ? Il y a un pays qui a trouvé la solution, qui marche pour le moment plus ou moins bien, mais ça nous obligera à sortir, alors là je vais soulever un tabou de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le Royaume-Uni qui a trouvé le problème en expulsant vers le Rwanda ces OQTF, et après le Rwanda... Et ça leur coûte très cher. Hein. Oui, mais il faut dire, quand ils vous tuent Philippines ou qu'ils vous tuent Lola, ça vous coûte très cher aussi, hein, croyez-moi. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, humainement, je pense qu'il faut se poser la question, surtout quand on voit le nombre de crimes et délits commis par des gens sous OQTF, parfois en récidive parce qu'ils sont sortis des cras. Donc, il faut être capable de dire non et de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme et de passer un accord avec un pays tiers pour arriver à faire repartir les OQTF. Après, une fois qu'ils sont au Rwanda, au Guatemala, où vous voulez, c'est plus notre problème, c'est le leur. C'est pas aux États-Unis qu'on avait fait ça? Qui c'est qui l'a fait aux États-Unis, qui a dealé avec un pays en filant du pognon? C'est les Américains qui ont tapé sur la table avec la Colombie. C'est ça. Puisqu'on est en période d'élection municipale, est-ce que vous pensez, Philippe Bilger, qu'il faut lever justement le voile pour les maires de savoir que s'ils ont, oui ou non, des OQTF sur leur commune? Moi, je souhaiterais que, dans la mesure où les maires restent la fonction aujourd'hui la plus appréciée, il faudrait qu'on leur donne le maximum d'informations pour qu'ils puissent gérer les défis et les insécurités le mieux possible. Vous avez totalement raison. Ce n'est pas normal du tout. Ouais. C'est tout. Le maire doit être informé. Le maire, c'est un gars qui est responsable, donc on doit le tenir informé. Il y a des mecs dangereux. C'est même un travail conjoint, j'imagine, entre la municipalité et les forces de police. Oui, mais ça, c'est le régalien qui veut toujours garder. Oh là là. Merci en tout cas. Merci Samuel Botton. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Bruno Pomar. Philippe, dans un instant avec François Lesbourneau. Cette émission, elle est ouverte 0826 300 jusqu'à 20h avec tous les sujets sont sur la table. Oui, les vraies voix font parler. La France, vous avez voulu parler évidemment de la violence en politique. On va en parler puisque c'est l'actualité brûlante. On va parler de la fin de vie. Encore, puisque c'est ce soir, enfin c'est aujourd'hui que c'est en seconde lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la fin de vie.
Et on va parler du congé pour rupture amoureuse, qui est dans les tuyaux. Alors là, il y a beaucoup de congés, mais le congé pour rupture amoureuse, est-ce que vous voulez avoir des congés en cas de rupture? Moi, je pense qu'en ces cas-là, certains vont avoir des Casanova ou des Don Juan vont déclarer beaucoup de ruptures pour être beaucoup en congé, à mon avis. Comme ça va créer une cellule de soutien. Non, vous allez ramasser derrière toutes ces pauvres femmes ou ces pauvres hommes. On va travailler encore un peu moins. Voilà, merci beaucoup. J'en profite pour remercier Max, Zach, Antonin, Antoine, François-Louis, bien entendu, cette équipe formidable. Et puis on se retrouve avec Philippe David à partir de 17h demain. Avec et dans un instant. Plaisir. Et dans un instant, on se retrouve pour les vraies voix font parler la France. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et François-Louis Bourneau remplace Jean-Louis Borloo finalement. Allez, passez une belle soirée et on vous laisse avec Philippe David. À demain, salut. Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse.